François Bontière, livre Atelier d'écriture, un cycle qu'on a intitulé Gestes ou gestes et usages. Je suis vraiment content parce que je savais dès le départ qu'on entrait dans quelque chose qui n'était pas du tout évident, qui était très neuf. C'est pas simplement aller décrire, c'est juste entrer dans l'interaction du corps avec le monde. Pas le mental avec le monde, mais comment s'organise presque un triangle. Mental, corps, monde. Et qu'est-ce qu'on avait à débusquer ? On a débusqué toute une masse là, de possibilités narratives dans laquelle je crois que personne n'était jamais entré. C'est au point que là, après 2 mois de ce cycle, c'est comme si maintenant, à chaque peine je lis un livre, je dis « Ah tiens, geste, ah tiens, geste, ah tiens, geste ». Ouais, mais tout d'un coup, tu immobilises le reste, tu fais passer ça au premier plan. Qu'est-ce que ça donne ? Précisément, peut-être ça, ce statut du corps, là, dans l'interaction entre le monde et soi-même, où précisément, on a une espèce de double médiation. Où est-ce qu'on en est ? Je pense qu'on va faire une petite pause après cette, non pas la 8, mais la 9, parce que ces 2 dernières séances, vraiment, elles étaient pour moi là, une espèce de rendez-vous obligé dès le départ. Et vous savez que ces cycles, on les laisse en repos, chacun peut les reprendre à son rythme quand il veut. Les ressources sont toutes dans les dossiers abonnés, les vidéos sont accessibles et le WordPress, évidemment, sert de publication. Il suffit de mettre la petite catégorie cycle geste. Là, ce sera dièse 08 et ça ne nous empêche pas d'y revenir, de les reprendre. Je pense que, par exemple, là, moi, je me prépare à reprendre le cycle qu'on avait travaillé sur la nouvelle. Et bienvenue si vous nous rejoignez à ce moment-là. Les 2 rendez-vous qui seront étapes provisoires, en tout cas, dans ce cycle geste. Je ne parle pas de la 9, mais pour moi, la 8, c'était quelque chose qui a à voir avec la violence. Pas facile ? Ben non, pas facile. D'où le fait que j'ai pris le temps là, pour aborder la 8. Alors le texte d'appui, il y a longtemps que, là encore, je savais lequel ce serait. Henri Michaud, Ailleurs, premier chapitre, chez Léac. Je vais vous mettre les 3 fragments, au cas où vous n'auriez pas ailleurs la grande Caravagne chez vous. Il est bien probable que si vous connaissez. Et là où précisément il m'a fallu du temps, c'est que pour moi ça partait juste d'une seule phrase, une phrase qui m'est toujours restée, mais dès lors d'il y a plus de 20 ans, 1998, quand je faisais cet atelier d'écriture au centre de jeunes détenus de Gradignan, un type, alors je ne sais plus si c'était oral, parce que souvent on transcrivait les textes sous leur dictée, mais je pense bien, j'ai pas voulu aller réexplorer que c'est une phrase écrite dans un texte, et ça m'avait même posé problème, puisque le type était là pour une chose assez banale, et que là il parlait de truc où il y avait mort d'homme, donc si tu sais même pas si ça a à voir avec ce qu'il a amené ici, ce texte, je l'avais gardé à part. C'était simple, la phrase, c'était « J'ai senti ça s'enfoncer ». S'enfoncer quoi ? S'enfoncer un couteau. Le corps, c'est le corps de l'autre. Le geste qu'on accomplit, il a quitté là, la sphère de ce qu'on maîtrise, décide, le geste vous échappe et rend là, en un quart de seconde, la totalité de votre vie devient bascule, puis abîme, et évidemment pour la victime encore bien plus. Comment on peut entrer dans ces zones-là ? Qu'est-ce qu'on a à y gagner ? Bien, justement, peut-être pas sur la violence qu'on a exercée soi, encore que ça aussi, ça m'a beaucoup. À quelles occasions, et vous savez, comme le contexte social, évidemment, est chargé, on s'est rendu coupable. Non, je ne veux même pas aller jusqu'au mot. À quelles occasions la violence nous a pris et débordé ? Pas plus. Mais
c'est une fouille qu'en reprenant sur moi-même, où sont les frontières? C'est un beau travail, un travail important à faire. Oh, c'est pas forcément de l'inavouable, hein, je me souviens. Par exemple, pour moi, le plus caractéristique, c'était en Inde, à Bombay, en printemps 1980, alors que j'étais en train de, là, en transpirant à l'intérieur là, d'un armoire d'alimentation avec double serrure, qui alimentait en 440 volts par 3, avec énorme débit, avec 3 larges rubans de cuivre, les transformateurs haute tension d'une machine à souder, là, de ce cœur de réacteur nucléaire sur lequel on travaillait. Il y avait un gros commutateur en haut, général, et puis en dessous, il y avait le deuxième commutateur qui justement avait 2 clés pour s'assurer qu'il y avait le contremaître et l'ouvrier qualifié, chacun seul dépositaire d'une clé. Et une de ces clés était desserrée, c'était rien du tout, c'est juste remettre ça comme ça. Et tout d'un coup, je vois l'autre commutateur qui s'enclenche. Boum, tu échappes. Je pense que c'est au 10e ou au 100e de seconde près. Pourquoi j'ai quitté l'usine? J'ai quitté l'usine parce qu'après j'avais peur. Je ne pouvais plus recommencer ça. Je ne pouvais plus toucher ça. Et je m'éjecte. Quelques centièmes de seconde près. Et surtout, de toute façon, ça y était, quoi. Et là, le petit type là, qui était en charge là, de la maintenance électricité là, dans ce labo là, du centre atomique, qui dit je voulais voir si l'autre n'était pas coincé aussi. Et je ne sais même pas si ça, il ne l'a pas dit après. Parce que moi, le type, ça y est. Donc je l'ai attrapé. Il était tout petit. Et j'ai fait ça. Et dans ce ça, le type, il a giclé à 5 mètres. C'est pas souvent dans sa vie. Après, on s'interroge beaucoup aussi sur ce genre de trucs. Allez, ça, on laisse tomber. Pour moi, par contre, il y avait besoin, vous voyez, on s'écarte là de la consigne d'écriture bien sage, bien argumentée, de repartir là de ce truc en prison. Je prends une lame, allez, j'ai mon brave couteau pour ouvrir les cartons ou les enveloppes de livres. J'ai senti ça s'enfoncer. C'est comme si tout d'un coup, même le geste, tu le penses en arrière par ça s'enfonçait, c'est comme si tu le retirais. Et est-ce que ça fait un atelier d'écriture, ça? Non, on va se prendre avec une petite pipette à cet endroit-là. Par contre, je pense qu'on a toutes et tous ça à travailler. Alors, est-ce qu'il s'agit de la violence imposée, comme là j'ai pris 2 exemples, ou de la violence subie? Et la violence subie n'a pas forcément besoin de partir, là encore, d'une chose, comme là dans les 2 exemples, ça met en cause la vie d'un type qui l'a perdu dans un cas, et moi qui ai sauvé la mienne dans l'autre. Et puis le petit type, il s'est ramassé par terre à 5 mètres. Mais bon, c'est là qu'il est venu après me dire « Ah, je voulais voir s'il n'était pas coincé aussi. » Anecdote. Par contre, les violences subies. Alors, des fois, ces violences, évidemment, maintenant, on commence à déchiffrer ça. C'est violence verbale, violence d'un simple geste, même tout pacifique, mais chargé de tout un contexte avec lui qui le rend évidemment, qui le classe, qui suffit à le classer comme violence, même si c'est pas violence physique. Maintenant, les scènes de violence physique dont on a été témoin, les scènes de violence physique qu'on a eu à supporter. Est-ce que ça peut s'écrire? Est-ce que ça peut s'écrire ailleurs que dans l'anecdote autobiographique ou dans simplement le témoignage? Oui, pourquoi? Parce que, à partir du moment où on en fait littérature, où on en fait récit, il s'agit d'organiser un temps. Il y a le temps du récit et il y a le temps référentiel. Le temps référentiel, n'a pas de durée. C'est l'instant même de ce qui qualifie l'acte comme violence. Le mot « coup ». Il n'y a pas beaucoup de langues où il n'est pas en monosyllabe. Mais là encore, on élargit le cercle, tranquille. Il ne s'agit pas de point dans la face,
Le mot face, là, il est beau, là aussi. Et c'est tout ce petit dérèglement social, la menace. Et là encore, qu'est-ce qu'on balaye à l'intérieur de soi? Qu'est-ce qu'on balaye? Souvenir de stage dans une usine à Ruffec, ou je sais plus quoi, pour 2 types, il y avait quelque chose, mais pour moi qui me semblait tellement pas grave. Mais ouais, mais les 2 types, on te l'a fait à la sortie. Et toi, tu sors, tu sais que. Et ça s'est passé combien de fois? Et combien chacun de nous, surtout plus d'anecdotes. Comment on va aborder ça? Mais justement sur, est-ce qu'on peut partir sur le geste sans durée? Alors, j'ai parlé de Michaud, et j'ai repris le livre là, juste paru de l'ami Sébastien Bailly, Parfois l'homme, ou dans la construction de Sébastien. Vous savez qu'il y a, j'en ai parlé dans une autre vidéo, on a échangé avec lui, il y a combien, 109 je crois, chapitres, comme ça, bref, et comment vous allez classer pour décrire la vie d'un homme 109 facettes, comment vous allez tailler ces 109 facettes. Et une de ces facettes concerne précisément ce dont, bien avant d'attaquer le livre, j'avais décidé qu'on travaillerait ensemble. C'est le fragment 90, page 158. Je vous le mets aussi, évidemment, dans les documents. Face à l'homme à couteau. Et donc, là encore, face à l'homme à couteau, 1, 2, 3, 4. Et une espèce de lanceur face à. Alors l'homme, lui, c'est ça, contrainte de son propre texte, face à l'homme à. Et après, c'est une accumulation. L'accumulation tient à distance, inclus dans une sorte de variété, l'outil de la violence. Un couteau, un revolver, un pistolet, les poings serrés d'un agresseur, un scalpel, un cutter, une carabine à canoncier, la pointe d'un outil tranchant, un marteau, et surtout, une injonction. C'est-à-dire que à la fin de la 3e ligne, la liste des couteaux, cutters, les poings, outils tranchants, marteau, pose comme étant ce qui en est le comble, ou le plus justement, l'expression même de la violence, l'injonction verbale, avec un mot qui lui est parfaitement noble. Face à l'homme, un couteau, un revolver, un pistolet, les poings serrés d'un agresseur, ce qu'on va travailler nous, un scalpel, un cutter, une carabine à canoncier, la pointe d'un outil tranchant, un marteau, et surtout une injonction, 2 points, donner, donner. 2e accumulation, son téléphone, son portefeuille, son ordinateur, ses bijoux, ses clés, le code de sa carte bancaire. Et là encore, on a une accumulation totalement symétrique de revolver, pistolet, cutter, etc. Mais ça, les deux semblent s'équilibrer l'une l'autre pour ne laisser que face à agresseur, donné, point. Et ensuite, 2e phrase, c'est l'agression, 3e accumulation, au coin de la rue, dans un parc, le homejacking en pleine nuit, et on est saucissonné, assommé de torgnoles, tuméfié, fracturé, torturé. Il n'y a même pas besoin de ça. Mais le donne, lorsqu'il s'agit d'une injonction de telle sorte et dans un tel contexte, on est là dans ce thème de la violence à vous imposée, dont on va faire récit. Et on va faire récit justement parce qu'on va la tenir dans ce temps référentiel nul. L'injonction donne, avec en amont le coup et la prise. Ce qui se passe alors dans la tête. Thème de l'atelier. L'interaction monde et mentale. Comment empêcher que le drame aille plus loin encore? Comment arrêter l'hémorragie? Être prêt à tout pour éviter de faire empirer la situation. L'homme est au cœur du fait divers, il n'a qu'une idée en tête, éviter la une des journaux, s'en tirer à bon compte, ne pas prendre le coup de trop, il cède au chantage, à la violence. Oui, le mot violence qui arrive juste là, quasiment au milieu géographique du texte de 1 page et demie. Non qu'il soit tétanisé par la peur face à agresseur, donné, fait divers... Chantage, cède,
violence, peur. Probablement qu'on va écrire toutes et tous avec cette même recomposition de mots élémentaires. Il a le sentiment de réfléchir plus vite que jamais. Son corps encaisse. L'adrénaline est là pour aider à passer l'épreuve. L'homme est en mode survie, etc. etc. Ouais, lisez le texte de Sébastien pour Michaud. Mais en tout cas, je pense que là, puisque précisément c'est l'enjeu du livre de Sébastien Bailly, c'est-à-dire une vie ordinaire, et cette vie ordinaire découpée 109 facettes, et dans ces 109 facettes, il y a forcément ça. La violence subie. Grave, pas grave, ben justement, il n'y a pas de hiérarchie, puisque dans l'instant même, il n'y a plus de contrôle. Amplification, bascule. Henri Michaud. C'est vrai que Michaud commence évidemment en Belgique avec des tout petits boulots, sous prétexte d'une condition physique, paraît-il, faible, ce qui n'a jamais été prouvé. Il devient pion dans un établissement privé, là, dans le cœur de la Belgique, là, au-dessus de Louvain. Il finit par rompre, par s'embarquer. Mais ce qu'il trouve, c'est un bateau qui fait des échanges de charbon entre Dunkerque et Douvres. Non, c'est pas ça. Il trouvera un autre bateau, il ira 3 fois à Buenos Aires, mais qu'est-ce qu'il fera ? Dans le temps est totalement répétitif. Lui, là, en tant que plumitif du bord, tiens, la comptabilité, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Mais c'est sale, c'est bruyant. Non, il n'y a aucune poésie possible. Et puis quand tu arrives là, de l'autre côté, à Buenos Aires, toi, tu dois compter les sacs de patates, les marchandises, faire tes factures. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'une telle expérience ? Mais il s'installe à Paris, il va devenir secrétaire de Jules Supervielle, celui qui écrit les lettres, qui corrige les poèmes, etc., etc. Mais le domestique, on a des photos de Michaud en maillot de bain chez Supervielle. Mais Supervielle lui arrange, en récompense de loyaux services, de pouvoir accompagner un type, ça va, Almedeva, non comme ça, je n'ai même pas révisé, qui était étudiant en médecine, fils de bonne famille, mais ça y est, les petites études à Paris, c'est fini, tu rentres chez toi et tu te mets au boulot pour gérer l'hacienda. Et Michaud va repartir avec lui, il va obtenir de Jean Paulenc une avance qui va lui servir à payer son billet de bateau, moyennant l'écriture d'un journal. Bah oui, le journal, il écrira jusqu'à l'embarquement à Amsterdam, en gros. Et puis après, là-bas, qu'est-ce qu'il y a à voir ? La misère, la banalité. Tu montes en haut d'une montagne, ça ressemble à un terrain de foot, un peu pelé. Et puis après, tu redescends par le côté Amazone, comme des branquignoles qui n'ont pas du tout mesuré ni les risques et tout ça. Tu te plains des araignées, tu te plains des furoncles, tout ça. Et voilà. Alors après, quand il publie Équador, on se moque de lui. Donc, tu retournes l'expérience. Ce sera barbare en Asie, partir de l'Inde au Japon, traverser lentement. Et là, en faisant en sorte que justement ce principe du détail, ce principe du changement mental. Tu ne parles pas de l'autre, de ce que tu vois. Tu parles de ce qui se transforme en toi parce que tu es confronté à ça. On a transformé l'expérience en expérience volontaire. Un barbare en Asie. Est-ce qu'on peut reconduire ça, par exemple, en allant vers le mysticisme ? Partir à Marrakech, explorer le soufisme ou les mystiques tels qu'on les voit là-bas, non, ça ne peut pas marcher à volonté, ce genre de truc. Donc il revient sans avoir écrit, en tout cas pas ce qu'il voulait, et c'est là qu'il va écrire Plume, lointain intérieur. Donc après, conclusion. C'est pour ça que je prends ce petit prologue. Eh bien, les civilisations et les pays qui t'amènent l'expérience étrangère, comme Équador, comme barbare en Asie, tout simplement, tu les inventes. Ça s'appelle Ailleurs. Là, en général, c'est suivi du texte ultérieur qui s'appelle Au pays de la magie. Je n'ai trop compris, parce que c'est vraiment des boucles qui sont totalement indépendantes l'une l'autre. Voyage en grande caravane, au pays de la magie, ici Podéma. Alors ici Podéma, évidemment lié aussi à Ailleurs, mais Ailleurs, c'est un livre de Michaud
en tant que tel, composé de 34 chapitres qui sont chacun une invention d'une civilisation et en partant de ces rituels. Ça veut dire que tu vas inventer 34 configurations successives de rituels, avec toute leur symbolique, qui participent toutes et tous de notre vie ordinaire et la part du rituel dans nos vies ordinaires. Pour ça que ce livre, quelque part, est définitif, puis arrêté avec Michaud Poète, grand inventeur de prose fantastique, point à la ligne. C'est quand même mieux, non? Enfin, en tout cas, c'est pareil. En tout cas, est-ce qu'il y a plusieurs Michaud? Un Michal, deux Michaud? Non. Premier chapitre, chez Léac, c'est là où j'ai mis les 3 premiers chapitres. Oui, chez Léac, ça fait que 5 pages. Ensuite, il y a les Émanglons. Et après les Émanglons, vous irez chez les Garinavet. Si je prends, tenez, je vais vous le lire dans la table des matières, même si c'est juste pour vous le remettre en mémoire. Chez les Hacs, les Émanglons, les Homobules, les Épalus, les Orbus, en Languedine, les Homanvus, les Écoravettes, les Rocodis et les Nigidus, les Arnadis, les Godinavets, les Bordettes, Myrne, Mazanite, Sopé, Bollard, Balan, Vitre, Mastadar. Comment vous voulez pas aimer Michaud quand vous passez dans ces choses-là? Et ça va jusqu'ensuite aux Zourgouilles, les Alalas, les Gores, les Murnes et Glambes et les Ivisiniki. Les Ivisiniki, vous savez, ceux pour qui toutes les choses de vitesse, toutes les perceptions de vitesse sont démultipliées, accentuées. Alors qu'est-ce qui se passe chez les Hacs? Comme j'entrais dans ce village, je fus conduit par un bruit étrange vers une place pleine de monde, au milieu de laquelle, sur une estrade, voilà, vous avez posé le contexte, le décor. Presque nu, chaussé de lourds sabots de bois, on passe du décor aux acteurs. Solidement fixés, se battaient. Voilà, se battaient. À mort. Se battaient à mort. Quoique loin d'assister pour la première fois à un spectacle sauvage, un malaise, oui, comme les mots vont être importants, me prenait à entendre certains coups de sabot au corps. Corps, si sourd, si souterrain. Le public ne parlait pas, ne criait pas, huait, râle, de passion complexe. Ces plaintes inhumaines s'élevaient comme d'immenses tentures autour de ce combat bien vache, où un homme allait mourir sans aucune grandeur. Et ce qui arrive toujours arriva, etc. Deuxième texte. On me conseilla d'aller dans la province de Van. Là se pratique une lutte dont toutes les autres sont sorties. Elle porte parmi les spectacles le numéro 3 et les hommes se battent dans un marais. Ce combat a lieu ordinairement entre proches parents afin que la combativité soit plus grande. On devine tout de suite quels sont les combats les plus appréciés. La différence d'âge d'une génération à l'autre ne compte pas. À ces spectacles, à peine si on chuchote, la boue gluante est la seule animatrice du combat, impartial, perfide, etc. Texte 3, je vous ai mis que ces 3-là. Je vis le combat de 2 frères. Depuis 4 ans, ils s'évitaient, développant leurs forces, se perfectionnant. Ils se rencontrèrent sans comprendre, eût-on dit. Ils se mirent à se palper en rêvant, tout en se salissant avec la boue, comme pour rendre méconnaissables les traits de famille qu'ils allaient bafouer. Oh, combien la vieille haine venue de l'enfant se remontait en eux petit à petit, tandis qu'ils passaient l'un sur l'autre la lèpre gluante de la terre et le danger montait au nez, aux yeux, aux oreilles, sombre avertissement. Et tout d'un coup, ce furent 2 démons. Il n'y eut qu'une prise. Emporté par l'élan, l'aîné tomba avec l'autre dans la boue. Quelle frénésie en dessous. Immense seconde. Ni l'un ni l'autre ne se releva. Le dos de l'aîné apparut un instant. Sa tête ne put se détourner du marécage et s'y renfonça irrésistiblement. À peine une petite page, c'est en 2 paragraphes. Et moi, c'est ce que je vous propose. De partir, oui, l'instantané de la violence. Et ce non-temps, cette non-durée de la violence, c'est le thème de notre écriture. C'est ce qui peut permettre de conjurer la violence. Et deuxième élément de consigne, quelle que soit l'intensité de cette violence, ou sa gravité, la convocation symbolique, rituelle, le contexte, comme aujourd'hui, on apprend là à faire qu'aucun geste ne soit
innocent, c'est le mot, par rapport au contexte qui enveloppe, qui autorise, ou qui fait qu'on se croit autorisé à ce geste. C'est le deuxième élément. Troisième, pour moi, il y a ce titre de Franz Kafka qui s'appelle « Description d'un combat ». Je le reprends pour l'atelier. Description d'un combat. Ce combat, c'est presque rien. Là, Sébastien Bailly. Texte 90. Il suffit d'un opinel. Et puis là, ou acculé contre un truc de... une galerie de carrelage dans un couloir de métro, et puis on te prend le portefeuille. C'est tout, ça peut rien. Qu'est-ce que ça peut faire? Bon, j'en ai perdu 3 comme ça, le dernier il y a 2 mois. Oh, c'est barbare. C'est quoi la barbarie? Faut refaire toutes les formalités. Mais il reste quoi dans la tête? Dans la tête, il reste la violence subie. Même si dans ce cas-là, c'était rien. Tout s'arrange avec les banques, la sécu et tout le machin. Tu retrouves ta carte vitale et tous ces trucs. Mais dans la tête. Alors, la position narrateur, violence exercée, violence subie, ou simplement ce dont vous avez été témoin. Deuxième élément, il n'y a pas de narration linéaire, c'est, et Sébastien Bailly l'a bien compris, le moment, le donné. Agression, donné, prise. Dans ces 3 éléments, au milieu, s'exerce la violence sans durée. Et là, nous, qu'est-ce qu'on fait avec Michaud? On refait le décor, on refait les protagonistes, il suffit de 2 paragraphes. Et pour moi, c'était un élément qu'on ne pouvait pas rencontrer plus tôt dans le cycle. On vient de faire 7 exercices sur cette notion du geste. On est prêt là à l'entrée dans un entrefer qui nous dépasse. Qu'est-ce que c'est important là d'entrer là? Et pour ça, on a chez Léac de Henri Michaud le titre Description d'un combat de Franz Kafka, et puis tout ce qui nous répugne, tout ce qui nous répulse du monde autour. Bon. Cette question de la violence, comment y échapper aujourd'hui, y compris même à échelle planétaire? On écrit dans une interaction aveugle. On entre dans cet instant aveugle, mais qui nous implique toutes et tous à échelle de l'ensemble de ce qui nous constitue comme humanité. Le reste sera du baratin. Moi, j'attends vos contributions. Et à la semaine prochaine pour la 9. Conclusion ouverte.